Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'École nationale d'administration de Québec et aussi ancien diplomate. Et alors, merci de nous recevoir aujourd'hui où nous allons parler de politique américaine. Parce que nous sommes au cœur du processus des primaires, républicaines et démocrates. Et nous constatons dans les candidats qui émergent, d'un côté le succès de Trump, le succès assez imprévisible, imprévu de Trump, mais aussi le succès non négligeable de Bernie Sanders en face d'Hillary Clinton. Donc voilà, que pouvez-vous nous dire de cette situation? Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Non. Alors, il y a un an, si vous m'aviez interrogé, comme je crois tous les spécialistes, ils vous auraient répondu oui, Clinton a sans doute les meilleures chances du côté démocrate, mais du côté républicain, ce sera Bush frère, le frère de l'autre, qui a toutes les chances. Or, les choses ne sont pas du tout passées comme ça. Pour comprendre d'abord un petit peu la situation, il faut voir quelle est la situation économique et politique globale des États-Unis. Les États-Unis demeurent la principale puissance au monde, mais sont relativement affaiblis par rapport à ce qu'ils étaient il y a 40 ans, disons. Première chose. Deuxième chose, la crise de 2008 a laissé des traces terribles. Elle a durement frappé toute la population ouvrière, travailleuse des États-Unis, les propriétaires de maisons. Il y a eu énormément de perdants. Et la reprise économique que l'on constate, qui est tout de même très relative, les a laissés des dizaines de millions de personnes au bord du chemin. Les salaires n'augmentent pas aux États-Unis depuis 15-20 ans maintenant en termes réels. Les gens ont le sentiment qu'il y en a qui s'enrichissent, et c'est vrai, la richesse collective des Américains s'accroît, mais au profit d'un nombre très limité de fameux 1% des Américains qui profitent de la reprise actuellement. Oui, ben ce qui fait que vous avez actuellement je crois que c'est 80 ou 100 milliardaires aux États-Unis, chiffre absolument inconcevable. Vous avez un 1% extrêmement riche et le reste qui vraiment croupit. Alors, il faut voir ça comme un ISN de ce qui se passe. Alors, les profils politiques des partis ont changé aussi depuis 30-40 ans. Les républicains sont devenus un parti avec deux composantes. L'essentiel des riches, des dirigeants d'entreprises, des investisseurs, des banquiers, des financiers, sont du côté républicain. Pas tous, il y en a de très riches qui sont derrière Clinton, mais la grande majorité sont républicains. Et quel candidat républicain les représentait? C'était Bush. C'était Bush, d'accord. Même s'il trouvait Bush un peu léger, on entendait des commentaires, c'était Bush. Et puis d'autre part, vous avez la grande masse des électeurs républicains, et ça a changé en 40 ans, qui sont maintenant des blancs, pauvres, des masculins, des gens qui, par exemple, aiment énormément les armes à feu, qui souvent perdent leur emploi parce que les emplois sont délocalisés en Asie, en Chine notamment, qui n'aiment pas les immigrants, qui ont des conditions de vie difficiles et qui voient le discours des dirigeants du parti depuis quelques années, plus que quelques années, une trentaine d'années, qui est de dire le problème des États-Unis aujourd'hui, c'est que l'État donne trop de choses aux gens. Il y a trop de gens qui sont dépendants de l'État, donc il faut éliminer la sécurité sociale, il faut éliminer l'assurance maladie, il faut couper les liens de dépendance des gens avec l'État, et il faut diminuer surtout des impôts des plus riches pour que ça paraisse très primaire, mais c'est ça leur discours. Et encore, ils présentent actuellement un projet de budget qui est exactement ça, et qui finalement finit par faire mal à ceux-mêmes qui les élisent. Les gens sont quand même pas, ils peuvent être idéologiquement à droite, mais quand ils voient que les chèques de sécurité sociale et d'assurance maladie vont disparaître si les républicains sont élus, ils commencent à se poser des questions. Et c'est là où est toute la brillance de Trump, c'est d'avoir compris ça, qu'il y avait un public important du côté républicain qui n'était pas du tout d'accord avec la tête du parti.
qui demeuraient républicains parce qu'ils haïssent les démocrates, un noir président des États-Unis, ça c'était la déchéance absolue. Toutes les politiques d'Obama, ils les haïssent en apparence, sauf l'assurance maladie et la sécurité sociale, ça ils aiment bien, mais ils ne vont pas le dire. Trump a eu la brillance de comprendre, lui en tant qu'homme d'affaires, champion des deals, c'est un gars qui transige sur tout le temps. Il a compris qu'il y avait un public massif là. S'il tenait le discours, moi je vais chasser les immigrants, hein? Les étrangers, je m'en occupe. Les terroristes, je vais leur envoyer la bombe nucléaire. Hein? Et puis, mais vous allez avoir de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Ça, vous ne le perdrez pas. Je vais refaire des États-Unis un pays fort qui, économiquement, vous fera progresser. Et finalement, Trump représente le candidat anti-establishment. Tout à fait. Alors que je suis un milliardaire. En fait, personne ne sait quelle est sa richesse réelle. Il a déjà fait faillite 2 fois, hein, on oublie. Si c'est très trouble, exactement. Mais le fait est qu'il a largement assez d'argent pour mener sa campagne sans prendre un sou ailleurs. Et ça compte pour les électeurs. Énormément, parce que les électeurs voient le jeu à Washington où tout se vend et tout s'achète. Tout le monde, il y a maintenant la majorité des membres du Congrès sont des millionnaires. Hein? Et ce sont des gens complètement détachés des réalités, quel que soit leur parti, des réalités de la base. Alors les gens finissent par sentir ça, ils voient les votes, ils voient comment ça se passe, ils voient les scandales. Des gens qui sont habitués toute leur vie à rouler en limousine, à manger dans des restaurants chers dans la bulle de Washington, Washington est une ville qui ne représente absolument pas les États-Unis, les gens à la base ont fini par comprendre qu'ils ne nous représentent pas. Ces gens-là, on n'en veut plus. Et Trump, qui n'est pas de ce milieu-là, il est très riche, hein, mais qui n'est pas de ce milieu-là, a compris. En plus, il était vedette à la télé-réalité. Tout le monde aux États-Unis le connaît. Tout le monde a regardé son émission pour le déplorer comme niveau de bassesse. Peu importe, les gens le regardaient fascinés. Alors, les gens le perçoivent, ces gens-là dont je parlais, la base du Parti républicain, qui est tout à fait différent du Parti démocrate, qui est une base multiculturelle, avec des intellectuels, des gens de gauche. Il y a de tout dans le Parti démocrate. C'est pas ça dans le Parti républicain. Alors, en plus, le thème du racisme, qui est omniprésent chez les républicains, Trump a compris que ça c'était vraiment l'arme atomique contre les autres. Les autres ont mal compris, les autres candidats. Alors, les autres candidats qui représentaient plus ou moins l'establishment républicain n'ont rien compris de ça. C'est pour ça qu'ils se font laminer. Oui, comment ça se fait que le Parti républicain n'ait pas réussi en 8 ans à trouver un candidat qui les représente et qui puisse faire l'unanimité, parce que nous avons d'un côté donc Trump, mais de l'autre Ted Cruz, qui est haï par tout le monde, qui visiblement est détestable. C'est un individu sur le plan personnel absolument haïssable, détestable. Il n'a aucun ami personnel. Il a vraiment... bon. Mais le problème, c'est que la tête du parti et les dirigeants du parti ne savent pas ce qui se passe dans leur propre pays. C'est ce que le New York Times a eu un article remarquable hier, un très long article qui explique dans le menu détail comment ces gens-là ont fini par vivre des milliers de kilomètres de leurs électeurs. Ils payent la note aujourd'hui. Et Cruz, qui était l'ennemi de tout le monde à Washington, est devenu leur dernier espoir pour vaincre Trump. Oui, parce que le Parti républicain, à votre avis, n'investira jamais le candidat Trump? Et ils en sont, si je me fie à ce que j'entends et je lis, ils en sont à se poser la question, est-ce qu'on peut appuyer ce type-là? Est-ce que le pouvoir, on est prêt à le chercher à n'importe quel prix, au fond? Le prix étant de soutenir Trump. Il y en a un certain nombre qui ont déjà dit non. Mais il y en a qui vont se mettre, sachant qu'ils commettent un raquiri à court terme. Oui, mais contre la candidate Hillary Clinton, qui est quand même puissamment soutenue, quel serait celui qui aurait une chance de la battre? Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire quelque chose aujourd'hui? Probablement pas Trump, parce que Trump, même sa base dont je parlais, est malgré tout fortement minoritaire aux États-Unis.
ça représente tout au plus 35% des électeurs possibles. Cruz aurait plus de chances. Certains sondages ont montré que Cruz pouvait se rapprocher de Clinton, parce qu'il y a un grand nombre de gens aux États-Unis qui jamais ne voteront démocrate. Mais même lui ne gagnerait pas. Donc, pour le moment, Clinton, dans le meilleur des mondes, semble devoir gagner par défaut. Par défaut, donc il y aurait un troisième mandat démocrate à la suite. Oui. C'est pas sûr encore. Moi, j'ose pas parier à 100%. Parce que, de son côté, Clinton n'inspire pas la confiance aux Américains. Oui, pour quelle raison? Parce qu'elle a un passé long, un passé trouble, d'affaires financières plus ou moins claires. Les juges n'ont jamais été loin dans le décor au fil des années. Il y a eu des exploits de son mari que l'on connaît. Depuis leur départ de la Maison-Blanche, les deux se sont dit qu'ils allaient faire le maximum d'argent n'importe comment et ils ont réussi. Mme Clinton a été payée 500 000 $ par Goldman Sachs pour un discours de 35 minutes. Donc, ils ont couru après l'argent. Et alors, quel est l'intérêt des banques de payer Mme Clinton 500 000 $ pour un discours? C'est simplement l'acheter. C'est aussi simple que ça. Ouais. C'est dire, c'est quelqu'un de notre côté. Et elle était sénatrice en plus de l'État de New York où sont situées la plupart des banques. Donc, et alors tout ça, aujourd'hui, aux États-Unis, n'inspire plus confiance. Son taux de confiance est très faible, ne dépasse dans aucun sondage 40%. Et souvent, c'est beaucoup plus faible que ça. Alors, beaucoup de gens regrettent qu'il n'y ait pas d'autres candidats démocrates que Bernie Sanders pour s'opposer à elle, parce que Sanders, comme l'a noté le prix Nobel d'économie Paul Krugman la semaine dernière, a un programme économique qui, au fond, est très marxiste, qui explique tout ce qui se passe aux États-Unis par l'économie. Alors, ce que Krugman, qui pourtant prix Nobel de l'économie, disait, les choses ne sont pas si simples que ça. Et il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Cela étant dit, l'émergence de Sanders, ses scores surprenants, oui. témoignent aussi que du côté démocrate, de tout autre public que chez les républicains, il y a un ras-le-bol du système actuel. Cet été, nous allons avoir, au mois de juillet, les 2 conventions des partis. Si le candidat Trump n'atteint pas le nombre de délégués qu'il investit obligatoirement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui risque de se passer? Parce que les Français ne savent pas forcément comment fonctionnent les conventions générales des partis. Alors, les conventions sont issues, ceux qui assistent aux conventions et qui votent sont les gens qui ont été élus dans les primaires dans tous les États, soit directement dans un système d'élection classique par État, soit par le système des caucus, où ce sont des militants physiquement présents dans une salle qui élisent les délégués. Alors, aux conventions des deux côtés, au premier tour de scrutin, tous les délégués sont tenus par la loi de voter pour le candidat pour lequel ils ont été élus dans les primaires. Ils ne peuvent pas varier de vote. Si vous avez été élu même pour un candidat qui n'est plus là que Bush, vous êtes obligé de voter au premier tour pour Bush. D'accord. De ce qui fait que le premier tour a quelque chose d'un peu artificiel. C'est bon. Les choses sérieuses, on peut le penser cette fois-ci, se passeront au deuxième tour chez les républicains. On peut penser que du côté démocrate, si la tendance se maintient, Clinton aura malgré tout assez, malgré les problèmes qu'elle va avoir assez de délégués pour elle pour qu'il y ait un seul tour. Encore que je ne suis pas sûr à 100%, mais pour le moment, c'est ce qui paraît le plus vraisemblable. Du côté républicain, une fois le premier tour, il est tout à fait possible que Trump n'ait pas assez de délégués au premier tour pour l'emporter immédiatement. Il doit avoir la majorité absolue des votes au premier tour pour gagner. Au deuxième tour, soudainement, là, les délégués sont libérés de leur engagement, ils peuvent voter pour qui ils veulent. Alors, c'est là où la direction du parti, les élus à Washington du parti, des sénateurs, des membres de la Chambre des représentants, vont essayer de jouer tout sauf Trump. Donc, ils vont essayer de débaucher des délégués d'un peu partout pour voter contre Trump. Et là,
c'est l'espoir de la direction de l'establishment républicain qu'ils y parviennent. Le coup à ça, évidemment, c'est que vous avez quand même une bonne partie de la base républicaine qui était derrière Trump. Et oui, donc ça va... Et qui ne veulent rien savoir de l'establishment. Et ces gens-là risquent fort de soit voter pour un candidat de troisième parti, soit surtout de ne pas aller voter, ce qui condamne le républicain, l'éventuel candidat, à une défaite certaine. Alors, est-ce qu'il y a un troisième homme qui pourrait surgir chez les républicains? Bon, aux yeux de certains des opérateurs politiques républicains à Washington, ces tout derniers jours, est apparue la figure de Paul Ryan. Ryan était candidat à la vice-présidence de Romney il y a 4 ans. Et il a mené une bonne campagne. Il est président de la Chambre, ce qui est le troisième homme en termes protocolaires aux États-Unis. C'est un homme très puissant. Et ce serait un candidat de compromis aux yeux de l'establishment. Le problème, c'est qu'il est quand même presque aussi loin des électeurs de Trump que les autres candidats. Donc, Ryan va se dire, oui, si je le voulais, je pourrais l'avoir tout de suite, l'investiture. Mais il va se dire, si les 30 ou 50% d'électeurs républicains qui votent pour Trump quittent le parti ou votent pas pour moi, c'est un suicide. Alors, je suis pas sûr qu'il va embarquer. Mais c'est le genre de troisième homme possible. Mais est-ce qu'il y a un candidat d'un troisième parti, comme vous dites? Il y en a un qui se profile quand vous Bon, il y en avait un dont il était question, qui aurait été très puissant, c'est Bloomberg. Oui. Dont on oublie en France BFM TV. C'est Bloomberg, hein, c'est la chaîne mondiale Bloomberg. Alors, Bloomberg, qui était maire de New York comme jeu à mi-temps, a sérieusement pensé, il y a quelques semaines, se présenter quand il a vu le triomphe. Il haït Trump. Et puis lui, il peut dépenser 1 milliard sans la moindre difficulté. Alors, il avait tous les moyens pour le faire, puis finalement, il a dit c'est trop sale. Parce que le niveau de la campagne du côté républicain a atteint un niveau de vulgarité et de grossièreté qu'il est impossible d'imaginer ici. Oui, qui est inouï, en fait, parce qu'habituellement, surtout du côté des républicains, on se doit à une certaine tenue. Oui, mais là, Trump a compris que son public s'attendait à autre chose. Et le public de son émission de télé-réalité. Donc, il est descendu à ce niveau-là, donc tout est permis, toutes les grossièretés, les vulgarités, le sexe, etc., tout y passe. Et ça marche dans son public. Comme dit un sénateur, non, c'est Trump lui-même qui l'a dit, j'oubliais. Il a dit, moi je peux descendre à 5e avenue et descendre une personnalité très connue de la télévision, comme ça devant tout le monde avec un pistolet, mais mes électeurs vont toujours voter pour moi. Ah oui, d'accord. Donc il se présente comme une espèce d'homme intouchable, au-dessus des lois. Oui. Voilà. Alors c'est ce qui fait aussi que ses propositions, il peut changer d'idée comme de chemise aussi. Là, pour le moment, il en veut énormément aux étrangers, parlons pas des immigrants, mais même les pays, il veut abolir l'OTAN, il veut devenir grand ami avec Poutine, il veut mettre l'Arabie Saoudite en prison. Je veux dire, une politique étrangère extrêmement d'abord renversement complet de toutes les alliances et de tout. Mais dans 4 mois, il pourra changer complètement d'idée. Il dit, ben oui, j'ai dit ça, mais c'était pour amuser la galerie, mais c'est pas vraiment ce que je pense. Oui. Donc, il ne faut pas prendre trop au sérieux. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il pense. Apparemment, chaque jour, il regarde au millimètre près tous les sondages qui sont faits pendant la nuit. Puis là, il décide c'est quoi le thème qui va fonctionner. Ça marche pour le moment. C'est ça, mais chez un public, encore une fois, limité, qui représente au maximum 30 à 35% des électeurs. D'accord. Donc finalement, il y a un an, on ne pouvait pas prévoir ce qui se passe aujourd'hui, mais de même, on ne sait pas du tout comment va aboutir cette campagne au mois de novembre. Oui. S'il fallait faire une prévision, encore une fois, la possibilité la plus... je ne dirais pas que les certaines, non. Mais ce qui paraît le plus probable encore, c'est que Clinton gagne. Mais Clinton a tellement de squelettes dans son placard que d'ici le mois de novembre, elle peut être inculpée, par exemple. Il y a une immense enquête du FBI en cours. On rappelait ce matin qu'il y avait 160 agents du FBI à plein temps en enquête sur elle. 160 agents du Oui. FBI.
Bon. C'est très sérieux. Et bon, on peut trouver que les raisons de cette enquête ne sont pas très sérieuses, mais peu importe, dans le système américain, elle est sous enquête, puis une enquête lourde. Imaginez qu'elle soit inculpée. Donc elle est obligée d'abandonner la course à la présidence? Tant qu'elle n'est pas condamnée, elle n'est pas formellement, mais ce serait impossible de continuer. Ou en tout cas, ça créerait des remous absolument gigantesques. Alors ça, c'est dans l'affaire des... il est important d'avoir ça en tête, c'est que Mme Clinton n'avait pas utilisé les services de communication du département d'État dont elle était secrétaire, dont elle était à la tête du département d'État. Elle s'est créée elle-même un serveur privé sur lequel passaient toutes ses communications. Et on lui reproche d'avoir fait passer sur ce serveur des communications confidentielles ou top secret, ce qui évidemment est une violation de la loi. Et jusque maintenant, les preuves à cet effet-là sont plutôt minces. Mais si la FBI y met autant de moyens, c'est que il y a des gens qui semblent penser qu'effectivement, il s'est passé des choses répréhensibles. D'accord. Et du coup, ce serait un ultime rebondissement qui pourrait encore changer la donne finale. En tout cas, oui, ça changerait le tableau. Je ne dis pas qu'elle serait automatiquement éjectée, mais elle passerait le restant de son temps à se défendre. Ce qui est déjà le cas, vous ne pouvez pas avoir un débat aux États-Unis où il n'est pas d'abord question de ça. Alors Sanders, ce qui surprit tout le monde, Sanders a refusé d'embarquer là-dedans. Oui. Il a dit, je ne joue pas ce jeu-là. Je n'attaque pas les personnes comme ça. Alors ça a frappé beaucoup de monde aussi. Merci beaucoup, Christopher Malone. Bon, en tout cas, c'est à suivre, comme on dit.